L'Afrique en jeu, Sylvain-Henri Cissé. Paris 2024 a refermé le premier chapitre de sa fabuleuse histoire avant d'ouvrir celui des Paralympiques. À partir du 28 août et jusqu'au 8 septembre, ce sont 2 nouvelles semaines de folie et d'émotion que nous partagerons. Mais avant cela, nous marquons un stop dans l'Afrique en jeu. Nous allons revenir sur les moments marquants de votre magazine olympique et vous proposer de réécouter un florilège de nos invités dont la parole a retenu notre attention. L'Afrique en jeu, J-4 avant les Paralympiques, c'est maintenant. Dans les tourbillons de la dissolution du gouvernement français, nous avons réuni le premier conseil des ministres de l'Afrique en jeu en juillet dernier. Autour de notre table, d'anciennes ministres des Sports à qui nous avions demandé de réfléchir avec nous à l'impact des Jeux Olympiques. L'occasion de demander à Laura Flessel, la double championne olympique en escrime et ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron, pourquoi le si petit département de la Guadeloupe avait offert autant de sportifs de haut niveau à notre pays. Pour comprendre ce qui va suivre, vous devez savoir que l'INSEP est l'Institut national de sport de haut niveau où l'on fabrique des champions en France. Laura Flessel. Effectivement, je vais rappeler un chiffre. 101 sportifs de haut niveau, olympiens et paralympiens, depuis la naissance des Jeux modernes. 101, 3 porte-drapeaux, Marie-Josée Pérec, Teddy Riner et Laura Flessel, 2 ministres des Sports, Roger Bambuc et Laura Flessel, et une ribambelle de champions. En fait, on a une recette simple, c'est utiliser l'espace qu'on nous donne pour exceller. Et cela dans tous les sports. Et c'est vrai que moi, on m'a connue à l'escrime, où tout le monde disait que c'était pas un sport pour noirs, c'était pas un sport pour familles modestes. Et quelque part, on a réécrit en fait l'histoire et on s'est donné le moyen. C'est vrai que nous sommes à 7000 km, mais l'idée, c'est juste se surpasser et quelque part jouer. Vous l'avez entendu, ça, c'était dans votre jeunesse, c'est pas un sport pour noirs? C'est pas un sport pour noirs, c'est pas pour une famille modeste. Et ma mère, qui n'a pas pu faire du sport de compétition ayant un potentiel, elle s'est toujours dit, si elle a des filles, elle pousserait. Et effectivement, débordante d'énergie, limite insolente quand j'étais sur les hauts de mes 5 ans et demi, je lui ai dit un jour, je vais être championne. Elle m'a dit, trouve ton sport. J'ai eu le coup de foudre, ça a été l'escrime. Et 40 ans plus tard, j'étais encore là. Quel est le moment de bascule où vous avez justement défié ce qui ne voulait pas que vous alliez vers l'escrime? En fait, je suis partie avec mon bagage à 18 ans, le bac en poche qui était le minimum syndical pour assurer ma mère. Je suis partie dans un univers où c'était l'INSEP. C'est en fait là où on rencontre les meilleurs avec les meilleurs. Et ce que moi j'ai accepté, c'est d'être avec les meilleurs, au contact des meilleurs pour devenir meilleur. C'était ma logique. Et je me suis rendu compte que là, en l'occurrence, il y avait une petite différence. Ce que je n'avais pas vu auparavant, c'est que effectivement la pigmentation déplaisait. Et j'ai pris parti, caché derrière un masque, de bousculer gérer les paradigmes, parce que le sport, c'est aussi écrit par des hommes, pour des hommes. Et donc, du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer de travailler avec les gens qui vont changer d'avis. Il est vrai que le sport, parfois, défie l'entendement. Comment des petits pays comme la Jamaïque et le sprint, la Nouvelle-Zélande avec le rugby ou des régions modestes en taille comme la Guadeloupe sortent des grands champions. Nous avions demandé à l'ancien sprinter Harry Méfond, aujourd'hui sociologue et directeur des sports de la région de Guadeloupe, de nous offrir ses lumières. Pour que vous vous rendiez compte, prenons le temps de citer les grands sportifs guadeloupéens comme les anciens ministres des Sports Roger Bambuc et Laura Flessel, les athlètes Marie-Josée Pérec, Patricia Girard, Christine Naron, Muriel Letis, le judoka Teddy Riner, les footballeurs Marius Trésor, Jocelyn Glomin, Lilian Thuram, Thierry Henry, William Gallas et aussi le tennisman Gaël Monfils, sans oublier le boxeur Jean-Marc Mormec et il y a bien d'autres sportifs. La liste est très longue. Alors, comment un aussi petit territoire a produit autant de champions? Harry Méfond. Vous oubliez les basketteurs, Michael Petrus, Rudy Gobert. Bien sûr. C'est une histoire singulière dans laquelle, effectivement, la société guadeloupéenne s'est construite dans une société, certes avec une histoire assez douloureuse, l'histoire coloniale, esclavagiste, mais qui, dans cette société, a développé des rapports sociaux très compétitifs entre les individus, entre les libres, les non-libres, les esclaves, et aussi tout un aspect aussi de quête de reconnaissance. Et le sport a pris toute sa place dans cette société et qui a permis aussi, par les aspects aussi conjoncturels, depuis les années 30, avec des politiques qui ont été menées localement.
Donc la manière dont se diffusaient les sports en Guadeloupe a pu créer ce contexte compétitif et donner effectivement un goût de connaissance. Donc le sport a joué réellement un gros élément fondamental de problème de connaissance et de reconnaissance et aussi d'ascension sociale. Donc, Harry, il y a une notion de défi, de lutte, et qui remonte au chevalier de Saint-Georges, né esclave en Guadeloupe, et qui était le favori de Marie-Antoinette. Certains le comparaient à Mozart parce que c'était un compositeur renommé et un musicien virtuose. Mais c'était aussi un escrimeur redoutable, et on l'avait désigné à l'époque de manière informelle de champion du monde à l'épée. D'ailleurs, écoutons quelques secondes une de ses compositions. C'était donc le Chevalier de Saint-Georges avec le concerto pour violon en La majeur. Le Chevalier de Saint-Georges qui était un champion à l'escrime, un champion à l'épée. Pourquoi, Harry, proportionnellement, nous ne parvenons pas à égaler les grandes nations sportives comme les États-Unis, la Chine ou la Russie ? Comment vous l'expliquez ? Parce que la place du sport n'est pas la même. Donc le sport représente certaines valeurs majeures, cardinales, le travail, la reconnaissance sociale et aussi une affirmation d'une certaine légitimité internationale, alors qu'en France, le choix ont beaucoup plus été faits sur le sport, certes, mais aussi beaucoup plus autour du loisir, qui reste quelque chose de relativement fort et qui n'a pas vraiment le même sens. Et on le voit aussi à travers, il y a une critique sociale de la compétition qui est relativement forte, chose qui n'existe pas forcément dans ces autres nations qui font du sport de la compétition réellement au même titre que la compétition internationale, c'est-à-dire les mêmes formes de terrain de compétition dans lesquelles d'affirmation de société et même au niveau national. Vous écoutez L'Afrique en jeu sur RFI avec Sylvain-Henri Cissé. Manifestement, il s'est passé quelque chose en France avec Paris 2024. 5e nation des Jeux avec 64 médailles, dont 16 en or. Nous sommes peut-être à un tournant dans le sport français. Il faut juste espérer que ce ne soit pas conjoncturel, mais bel et bien structurel. L'Afrique, quant à elle, elle sort de ces Jeux avec un total de 39 médailles. Un résultat mitigé, puisqu'elle est abonnée depuis de nombreux Jeux Olympiques à 5% du total des médailles distribuées. Et nous avions demandé en avril dernier à Amadou Diaba, le seul médaillé olympique sénégalais, et aujourd'hui directeur du Centre de développement de l'athlétisme africain à Dakar, pourquoi l'Afrique reste rivée à ce seuil des 5%. Parce qu'on n'a pas une diversité sur les disciplines olympiques où l'Afrique peut rayonner. Donc déjà, ça, c'est un problème sur les 5%. Donc on peut dire 4,5%, c'est l'athlétisme. Donc il faut diversifier, il faut que d'autres disciplines, les autres confédérations puissent travailler davantage pour que nous ayons beaucoup plus de qualifiés. Déjà, pour les qualifier, c'est tout un problème parce que souvent, sur les 54 pays, donc il faut voir peut-être c'est 10% qui ont des athlètes qualifiés. Le reste, c'est des invitations. C'est en général pour la diversité. Donc voilà là où le bas blesse, mais nous espérons petit à petit que l'Afrique progresse, mais c'est vraiment du retard, c'est au niveau des disciplines. Il faut que d'autres disciplines puissent nous valoir des médailles. Et surtout aussi, en Afrique, tout le monde le sait, ça manque de compétition de haut niveau, ça manque d'infrastructures dans les pays. Donc il y a plein de choses, quoi. L'Afrique est jeune, mais c'est ce qu'on dit tout le temps, mais on devait passer à l'étape supérieure au niveau du sport africain. Et il y a d'autres facteurs aussi qui sont là. Il y a les changements de nationalité, ça aussi. On a pas mal de bons sportifs qui concourent. Si vous voyez en 800 mètres où il y a 8 Africains en finale olympique et que tu vois 4 Africains et les autres, c'est des changements de nationalité aussi pour d'autres pays. Ça fait mal aussi, ça. Ouais, c'est un des gros problèmes, ça fait mal, effectivement. Merci Amadou Diaba. Nous avons fait le choix délibéré dans l'Afrique en jeu de nous calquer sur les objectifs de parité de genre de Paris 2024. Et nous sommes très fiers de vous annoncer que nous avons reçu 32 femmes et 31 hommes dans l'Afrique en jeu. Donc nous sommes plus que à 50%. Nous avons dépassé ce quota, nous en sommes très fiers. Et nous allons vous proposer de réécouter quelques-unes des femmes qui nous ont inspirés pour ces Jeux de Paris 2024. Une femme, un destin. Et la première d'entre elles est la cavalière marocaine Nour Slaoui. Nour qui avait des étoiles plein les yeux en se qualifiant pour ces Jeux à Paris dans le concours complet individuel. Pour elle, cette participation revêtait un caractère sportif, mais pas que. Elle y a participé avec un sentiment de responsabilité. C'est vrai que c'est un honneur pour moi de représenter le Maroc, mais pas que, les pays africains, les pays arabes. Ma responsabilité, c'est essayer d'apporter un peu plus d'inclusivité dans ce sport. C'est vrai que
Ça a été dominé depuis le début par beaucoup de nations européennes ou américaines qui sont là d'année en année et qui sont toujours les champions. Donc c'est vrai que j'aimerais rajouter plus de pays, plus de représentation dans ce sport. Maintenant voilà, ça fait que 6 ans que je fais ça, que j'ai atteint le niveau olympique il y a 1 an et demi. Donc j'ambitionne pas là tout de suite d'avoir des médailles, mais ce que je veux c'est participer, faire du mieux que je peux et surtout apprendre pour pouvoir par la suite vraiment pouvoir challenger le top mondial et pouvoir moi aussi à mon tour viser les médailles et les podiums. Ce que vous proposez là immédiatement, c'est un défi à l'Afrique, c'est-à-dire c'est de développer et de s'investir dans cette discipline. Exactement. Pour moi, c'est dans cette discipline-là ou d'autres, dans tous les sports, c'est vraiment essayer de développer le sport en Afrique, humblement, si je peux aider, disons, apporter une petite pierre à un grand édifice, parce que je pense qu'il y a énormément qui a été fait ces dernières années. Il y a beaucoup de projets pour le futur, donc j'espère vraiment m'inscrire dans ces projets pour pouvoir développer un peu le sport africain, arabe, marocain, etc. Nour Slaoui a pris la 45e place du concours complet. Elle en conserve un magnifique souvenir malgré cette 45e place. Rendez-vous maintenant en Los Angeles pour le Maroc et pour suivre cette jeune femme brillante et vraiment très intéressante. Direction maintenant l'Algérie avec une autre femme inspirante. Nous avions reçu en juin Hassiba Boulmerka, vice-présidente du comité olympique algérien en charge de l'égalité des genres, mais surtout connue pour être championne olympique en 1992 à Barcelone sur le 1500 mètres féminin. Ce que les plus jeunes ne savent peut-être pas, c'est que Hassiba Boulmerka a gagné ce titre et bien d'autres dans un contexte particulier et lourd en Algérie. Nous sommes au début d'une décennie sanglante où les islamistes du GIA, dans les années 90, le groupe islamique armé, n'admettent pas de voir une femme faire du sport. Ils n'admettent pas de voir une femme en short. Elle a défié la peur et la douleur. Elle a été menacée à tel point qu'elle ne pouvait plus s'entraîner en Algérie. Elle a dû s'exiler à Berlin pour préparer les Jeux Olympiques de Barcelone. Elle connaîtra l'exil à Cuba, tant la menace sera grande. Elle se déplaçait sous protection policière en voiture blindée. Alors, est-ce qu'elle n'a pas eu envie, à un moment, de jeter l'éponge face aux menaces des radicaux ? Non, au contraire, j'étais décidé de continuer ma carrière et grâce à Sa Majesté le sport, qui est quelque chose de très pacifique, d'essayer de gagner les titres et de gagner aussi plus de liberté et d'émancipation pour toutes les femmes algériennes et arabes musulmanes. Donc, c'est-à-dire pour moi, il n'y avait pas un inconvénient d'être sportif et d'être musulmane. Mais je ne suis pas une fanatique, je ne suis pas une extrémiste, je ne suis pas une tueuse. Je suis juste une athlète niveau mondial, je gagne mes titres et grâce au sport, je peux changer certaines choses. Je me suis exilé, c'est vrai, je cherchais de la tranquillité et je cherchais de la sécurité. Parce que la sécurité pour moi est devenue quelque chose de très primordial. Mais en même temps, j'ai choisi mon chemin parce que j'ai compris tout de suite l'enjeu des choses. C'est juste que j'ai demandé au gouvernement algérien de protéger ma famille. Je n'ai pas voulu que ma famille paye à ma place. Parce que moi, j'ai décidé de continuer mon chemin, ma carrière sportive, coûte que coûte. Vous dites que vous étiez une athlète, mais quelle athlète vous étiez. Ce 8 août 1992, en finale du 1500 mètres à Barcelone, là, vous étiez au sommet de votre art. Alors, à quoi vous devez votre victoire ? À votre intelligence de course, à votre technique sur la distance, à votre confiance en vous, qui vous a permis de tenir tête justement aux radicaux, ou peut-être grâce à ces 3 ingrédients que je viens de citer ? Oui, exactement. Quand j'ai gagné mon premier titre de Tokyo au championnat du monde, 91, il y avait un journal qui a écrit « Hassiba la bomba ». Et puis un autre, il a écrit « Hassiba, est-ce que le diable était avec vous ou les anges ?» Parce que comment j'ai pu gagner cette médaille dans des conditions vraiment pareilles et très dangereuses? Parce que tout le monde me dit « Pourquoi Hassiba, tu cries quand tu arrives à la ligne d'arrivée ?» C'était un cri, une décharge, un cri de défi. Parce que pour une Européenne, elle gagne une médaille, elle peut le savourer tranquillement sportivement. Mais pour moi, une médaille, c'est aussi la vie. Je me souviens très bien, après chacun de vos franchissements de ligne d'arrivée, vous poussiez ce cri. C'était pour symboliser la vie que ça représentait justement de vaincre, de gagner, d'arriver en première position. Oui, c'est ça. Parce que moi, je crois à ça, l'Algérie pour tout le monde et l'islam aussi pour tout le monde. C'est-à-dire, mais vous ne pouvez pas m'imposer quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit à certains moments avec les médias, j'ai dit on ne peut pas rentrer dans un stade avec un gilbab, comme on ne peut pas aussi rentrer dans une mosquée avec un short. Chaque chose a ses règles, et puis c'est tout. Allez, en avant. C'est comme ça. Allez, en avant, vous avez complètement raison. Hassiba Boulmerka, c'est un bonheur de vous entendre. Vous êtes vraiment solaire. Je vous le dis, vous êtes mon héroïne. Tout comme
Falilatou Tchanil Salifou, que nous avions reçue, présidente de la Fédération d'athlétisme du Togo. Elle avait reçu le prix de la femme de l'année en 2023 par World Atlantic, la Fédération internationale de l'athlétisme. Falilatou est juriste, elle est mère de 6 enfants et elle a de nombreuses fonctions importantes par ailleurs au Togo. Alors, où trouve-t-elle l'énergie pour mener tout cela de front ? C'est l'amour, la passion du travail et puis surtout, c'est la passion de pouvoir bien faire tout ce que j'ai à mon niveau parce que je me dis toujours, je ne me lance jamais dans quelque chose que je n'aime pas. Donc, quand je le fais jusqu'au bout. J'aime bien que les choses soient bien faites et avec passion. Donc, du coup, je trouve que je n'ai pas beaucoup de travail parce que je le fais en étant heureuse. C'est vrai que dire qu'en même temps, on est marié et qu'on a 6 enfants. Donc, quand beaucoup me disent, mais c'est déjà du boulot. Effectivement, mais moi, j'adore les enfants. Donc, du coup, plus mes enfants, il y en a d'autres aussi que j'ai eu à aider et tout. Donc, pour moi, ce n'est pas un travail, c'est une passion, j'adore ça. Elle est vraiment inspirante. Falilatou Tchanil Salifou, la présidente de la Fédération d'athlétisme du Togo. Elles sont toutes inspirantes, ces femmes, comme la taekwondiste ivoirienne Ruth Babi, qui était venue à notre micro pour nous dévoiler une révélation qui lui est apparue l'année dernière et qui va sensiblement orienter son avenir professionnel. L'année dernière, en début d'année, j'avais une blessure au genou et je ne comprenais pas pourquoi une telle blessure est arrivée. Alors que je m'entraîne très bien, donc je faisais une réunion avec des amis et il y a une qui a parlé d'alimentation et je me suis dit mais pourquoi pas gérer ce côté-là également parce que c'est vrai que quand on parle d'alimentation d'un sportif, ce n'est pas forcément pour le poids, c'est aussi pour l'hygiène de vie, pour le corps, pour également prévenir les blessures, pour optimiser également la performance. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec une nutritionniste ici à Palma. Et depuis lors, je me sens en forme et ça me fait vraiment du bien dans mon corps. Vous êtes en train de nous dire que vous avez changé votre régime alimentaire, donc il n'y a plus d'attiéké, et vous avez ressenti des effets. Mais ces effets ressentis, c'est à court, à moyen ou à long terme? À partir de 2 mois, j'ai commencé à sentir un changement au niveau physique. Et là, ça fait plus d'1 an maintenant que je le fais. Et je me sens vraiment bien. Je sens vraiment la différence il y a 1 an et aujourd'hui. Donc ce que vous nous dites, c'est que les sportifs doivent arrêter les fast-foods et les hamburgers et vraiment se concentrer sur la diététique et sur ce qu'ils mangent. Et vous souhaitez donc à l'avenir lancer des formations pour adapter la diététique de la cuisine africaine justement au régime sportif? Oui, effectivement, c'est un de mes objectifs. Et je veux vraiment me former dans la nutrition pour pouvoir apprendre plus et pouvoir mieux prodiguer des bons régimes, des bons conseils aux athlètes africains. Parce que, effectivement, je pense qu'on n'a pas trop cette culture-là. Vu que moi aussi, je viens de la Côte d'Ivoire, je sais comment j'ai progressé. Je connais aussi les difficultés que les athlètes ivoiriens, africains rencontrent. Donc, je pense que je peux également apporter un plus côté alimentation adaptée aux Africains. C'est pas trop dur de se passer de la tchéké et de la loco? Bon, pas de se passer complètement parce que c'est ce qu'on aime. Par exemple, comme j'aime la tchéké, souvent je fais le poisson, je fais des légumes et je mets la tchéké à côté. C'était mieux de prendre des pâtes ou du riz. On aime tous le foufou, la tchéké, le poisson, la sauce graine, mais je pense qu'on peut quand même adapter. Voilà. Be
Un chanteur new-yorkais fortement inspiré par Marvin Gaye et ça s'entend, Jalen Gonda avec Give Me Another Day. Les Jeux Olympiques sont une extraordinaire machine à rêve. Même dans les circonstances les plus difficiles, les moments les plus tragiques, ils sont quand même une source de joie et de découverte. Écoutons à nouveau le docteur Mohamed Diop, le nouveau président de la Confédération africaine de natation. Cet ancien nageur sénégalais a été inspiré par les Jeux de 1972 à Munich, ces Jeux qui ont été le théâtre d'une prise d'otage sanglante d'athlètes israéliens par l'organisation palestinienne Septembre Noir. Et ces Jeux ont été pour le docteur Mohamed Diop un choc, un véritable bouleversement qu'il nous avait confié. Oui, on a beaucoup retenu le drame, mais je peux vous dire que si aujourd'hui je suis à cette posture-là en termes d'encadreur et que j'ai pu faire toute ma pratique sportive et participer aux Jeux Olympiques, en 1972, il y a eu un double événement chez nous. C'est la télévision qui a commencé en noir et blanc sur des petites télévisions et on était 150 à se mettre dans un garage pour voir la télévision. Et au même moment, il y avait les Jeux Olympiques. Donc, au Sénégal, on a vécu ces deux événements et on a vu Mark Spitz. Et ça a inspiré beaucoup de monde. Vous savez, j'ai rencontré en 2017 Mark Spitz et je lui disais, si je suis aujourd'hui à World Aquatic, c'est parce qu'il y a peut-être des années, j'ai été inspiré par lui. Et il était tellement surpris de savoir que ça avait inspiré à ce point des gens. Et c'est pour vous dire, ça, c'est l'olympisme. Et on peut dire plein d'anecdotes à ce niveau concernant les Jeux Olympiques. Pour eux, à l'époque, un Africain était comme quelqu'un à mi-chemin entre un être humain et un orang-outan. Et c'était une vision très courante. Ces opinions n'étaient pas minoritaires ou à la marge. Elles provenaient d'endroits comme Harvard et Princeton. Et ces hommes représentaient la science de l'époque. Un sauvage comme lui et cette démonstration étaient considérés comme une attraction sensationnelle. L'Afrique en jeu, c'est aussi un rendez-vous hebdomadaire avec l'histoire et des historiens. À partir d'une photo que vous pouvez voir sur l'application Pure Radio de RFI, nous tirons le fil d'un épisode marquant des Jeux Olympiques. Vous avez entendu la voix de l'écrivaine Pamela Newkirk qui, en septembre 2015, était interviewée sur la chaîne éducative et universitaire de New York à propos de son livre « Spectacle, la vie étonnante d'Ota Benga ». Et sur la couverture de son livre, l'on peut voir le visage d'Ota Benga dans lequel on croise un mélange de peur, de colère et d'incompréhension. Avec l'historienne Sandrine Lemaire, nous vous avions raconté l'histoire de ce pygmée. Pour le florilège d'Afrique en jeu, réécoutons le destin tragique et extraordinaire d'Ota Benga, capturé dans le Congo de Léopold II et exposé dans le zoo du Bronx à côté des animaux sauvages de 1906 à 1908. Avant d'être montré comme une bête sauvage, Ota Benga a été exposé dans un zoo humain à Saint-Louis en 1904 dans le cadre des Jeux Olympiques. Tout à fait. En fait, Ota Benga a été exposé dans l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Et c'est à ce titre-là qu'une partie des gens qui étaient exhibés pour montrer leur supposée infériorité, donc il y avait Ota Benga et ses congénères, donc ils étaient 6 qui venaient d'Afrique centrale, de même que des Philippins Igorotes et des Amérindiens, qui étaient exposés donc dans cette exposition aux vertus civilisatrices entre guillemets, et qui ont été pris littéralement pour participer à des journées anthropologiques durant 2 jours dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est Sullivan qui organisait les Jeux Olympiques de 1904 qui a décidé d'organiser ces journées anthropologiques. Donc les Jeux Olympiques étaient organisés dans le cadre de l'exposition universelle. Avec quel but ? C'était quoi ? Une diplomatie culturelle qui avait pour objectif de vendre un modèle de civilisation ? Alors exactement, l'idée c'était d'utiliser pour les Jeux Olympiques naissants, je rappelle qu'il y a eu que 2 éditions précédentes en 1896 et en 1900, et donc les premières éditions de Jeux Olympiques en 1900 à Paris, 1904 à Saint-Louis, celle dont nous parlons, et 1908 à Londres, s'insèrent dans le cadre des expositions universelles pour avoir du public. Et 1904, on est dans une Amérique ségrégationniste qui considère que les colored people, donc aussi bien ceux issus de l'esclavage que les Amérindiens, sont des êtres nécessairement inférieurs aux WASP, donc aux white anglo-saxons. Et la vertu de cette exposition universelle, c'est
c'était de montrer cela. Et de la même façon, les 2 journées anthropologiques étaient destinées à montrer exactement l'infériorité par le corps, par la non-performance sportive de ces êtres totalement différents. Donc dans cette Amérique ségrégationniste, l'idée c'était vraiment de montrer qu'ils étaient des inférieurs. D'ailleurs, ils ont lieu effectivement dans le cadre, entre guillemets, des Jeux Olympiques, parce qu'organisés par le directeur des Jeux Olympiques, Sullivan, aux États-Unis, mais en parallèle. C'est-à-dire qu'aucun de ces hommes n'a pu concourir aux côtés des Blancs. Il ne s'agissait pas de les faire concourir ensemble. Ota Benga aura une vie courte qui se terminera tragiquement, Sandrine. Oui, sa vie, elle est toute orientée sur l'exhibition, précisément parce qu'on cherche à les montrer comme différents. Il s'agit d'expliquer que Ota Benga est un pygmée. Il fait 1m40 et ce qui fait sa renommée aux États-Unis, c'est qu'il a les dents, c'est quelque chose de traditionnel, qu'il a les dents limées et donc on l'affiche comme étant un cannibale sauvage. Et sa vie est très courte puisqu'en 1916, il pense pouvoir rentrer au pays. Mais avec la Première Guerre mondiale, il se rend compte que ce ne sera pas possible et il se suicide. Les Jeux de 1900 et 1908 seront-ils aussi du même acabit avec les Jeux anthropologiques ? Non. Saint-Louis est vraiment une particularité. D'ailleurs, Pierre de Coubertin, qui n'assiste pas aux Jeux de Saint-Louis en 1904, considère que c'est une erreur, mais on est bien dans une Amérique qui cherche à montrer sa supériorité, une nation naissante, qui cherche aussi à faire oublier la guerre civile et qui, à ce titre-là, avance un discours particulièrement raciste et racial à cette période et de la même façon jusqu'à la fin des années 60 et on voit bien encore aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. 2 plaques récapitulent le tragique séjour américain d'Ota Benga. La première a été placée à l'extérieur de la Monkey House, la maison des singes aux et au du Bronx de New York. La deuxième plaque est à Lynchburg, dans l'État de Virginie, et on la doit à l'auteure-journaliste Pamela Newkirk, que nous avons entendu il y a quelques instants. Pourquoi faut-il parler de cette histoire, Sandrine Lemaire ? C'est important parce que ça montre de manière assez exacerbée le fait que finalement les Jeux Olympiques ne sont pas à l'extérieur du monde. Alors de fait, ces journées anthropologiques sont en marge des Jeux Olympiques, mais en réalité l'histoire des Jeux Olympiques raconte cette histoire du colonialisme, cette histoire des discriminations, aussi bien envers les femmes qu'envers les Africains, qu'envers les autres peuples. Et de fait, c'est important de rappeler cette histoire puisque c'est aussi une histoire de domination, une histoire où on voit que les Jeux Olympiques ont essentiellement été situés sur tous les continents, par exemple à ce jour, sauf en Afrique. Et je pense que les plaques rappelant le destin individuel, tel que celui d'Ota Benga, sont fondamentales pour ne pas oublier le cheminement que l'on peut retrouver, aussi bien en termes étatiques comme la ségrégation raciale, qui est légalisée entre guillemets, alors que le destin d'un Ota Benga, c'est un être humain qu'on suit et dont on peut s'émouvoir du parcours. Merci Sandrine Lemaire, à très bientôt. L'Afrique en jeu, c'est terminé. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonici à la réalisation. Pour se quitter, je soumets à votre sagacité l'aphorisme de Nelson Mandela. Le sport peut créer de l'espoir, là où autrefois, il n'y avait que du désespoir. Nous nous retrouverons même heure, même endroit la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur l'application Pure Radio de RFI. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.